tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour enfin vous présenter mon bilan mensuel filmographie du mois de juillet, dont je suis sincèrement désolée d'avoir tellement tardé à vous le tourner, tout simplement parce qu'en fait le jour où j'ai tourné mon blabla d'introduction, après j'avais prévu d'aller faire une course à Leclerc et donc j'avais pris le bus de 13h30, donc quand j'ai tourné ma vidéo, oui je sais je vous raconte ma vie même si vous en avez rien à faire, enfin bref, quand j'ai tourné ma vidéo il était 13h moins 10 et j'avais toujours pas fait ma toilette tout ça, donc voilà. Et après comme souvent quand je reviens de course, même si je prends le bus, des fois ça fatigue et donc après voilà j'étais fatiguée. Alors voilà, quand c'est pas comment dire, quand j'ai le temps certes et quand j'ai l'envie, en fait c'est après ce qui me fatigue et ce qui me démotive finalement, c'est le fait de devoir tout le temps recommencer, parce que voilà rien que des fois quand j'allume mon, comment dire, mon appareil, faut pas trop que j'enlève mon doigt trop vite parce que sinon l'appareil photo bouge, donc après j'ai l'impression d'avoir mal commencé mon introduction, je cherche mes mots, donc voilà, à force de tout le temps recommencer, des fois je suis là à faire une vidéo en 30 prises, à force ça me fatigue et ça me décourage. Mais bon, là je me suis dit voilà, on est dimanche, bon je me suis levée tôt, tout ça, donc voilà, j'ai pour m'occuper si je pourrais dire, et puis comme je suis seule, je me suis dit bon allez, je vais la faire comme ça sera fait une bonne fois pour toutes. Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter donc l'impression de mon bilan mensuel filmographie du mois de juillet, donc qui est illustré par l'excellent remake de Hop du film Maniac, donc réalisé par Frank Calfoun. Donc, alors j'ai noté le nom de l'illustrateur du réalisateur du premier, donc c'est William Lustig. Mais avant, je vais vous présenter les films que j'ai vus donc avant Maniac. Donc, il y a eu La Guerre des boutons, donc réalisé par Yves Robert, donc je l'ai regardé le lundi 1er juillet. Alors bien que je suppose que tout le monde l'ait vu au moins une fois dans sa vie, que ce soit l'original ou les remakes, ouais, si je pourrais dire, qu'il y a eu l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, enfin bref, moi j'ai vu celui-là avec la Canette, enfin avec Guillaume Canet. Après je suppose que peut-être que certains d'entre vous ont lu donc le livre donc de Louis Pergaud, mais bon voilà quoi, je quand même dans, comment dire, oui, par habitude je vais vous lire le résumé. 2 villages, Longeverne et Velleran, sont en guerre. C'est la guerre que mènent chaque année les écoliers des 2 communes. Quand la troupe de Longeverne, commandée par le grand Lebraque, fut prisonnier, on soustrait à ce dernier tous ses boutons. Cette méthode remporte un franc succès, à tel point que les troupes, pour éviter cette extrême humiliation, se mettent à combattre nus. Donc ce lundi 1er juillet, j'étais en train de revoir ma longue liste de films. D'ailleurs, où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, voilà. Oui, en fait, bon, petit aparté, en fait, pour ceux qui, comme d'habitude, qui suivent mes vidéos et qui également vont voir mon blog de temps en temps, bien que en ce moment je publie plus vraiment de critiques de films ni de livres, par manque de temps. Enfin bref, donc en fait j'ai par article, il y a les films que j'adore, les films que j'aime beaucoup, les films pas mal et les films qui sont pour moi vides et sans intérêt. Et après, il y a tous les films que j'ai pas vus. Et donc en fait, quand des fois je me souvenais plus de quel film, comment dire, quand des fois j'avais envie de me voir un film que je sais que j'avais toujours pas noté, fallait tout le temps que j'aille voir sur cet article. Donc finalement je me le suis imprimé, donc voilà, c'est assez long, ça fait 4 pages. Et donc voilà, quand pardon, je reprends ma critique. Donc en fait
Oui, donc alors ce lundi 1er juillet, j'étais en train de me revoir donc cette fameuse liste pour voilà me demander qu'est-ce que j'allais me regarder ce soir-là, quand tout d'un coup j'ai eu un flash et je me souviens donc que ce soir-là, en deuxième partie de soirée, il passait La Guerre des boutons. Et il était donc sur Gulli, pardon. Et il était déjà passé quelques semaines auparavant, toujours sur Gulli, mais je l'avais pas regardé parce que justement, dans ma tête, je croyais que je l'avais noté. Et donc, comme j'ai vu que c'était pas le cas, je me suis dit, je vais en profiter. Et bon, voilà, parce que c'est vrai que j'avais envie d'un film détente, tout ça. Et une nouvelle fois, j'ai passé un sympathique moment à regarder ce film que je juge drôle, tendre, mais pas que. Des fois, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont assez dures, parce que voilà, ça se passe à la période où pas trop le prof, parce que le prof il est plutôt je dirais bienveillant, mais surtout les parents, voilà, que c'est l'époque où la moindre connerie que font les enfants, c'est coups de ceinturon des pères, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, c'est assez dur. Alors ensuite, donc après avoir regardé la Guerre des boutons, donc c'est comme je vous dis, c'était en deuxième partie de soirée, donc ce lundi 1er juillet. Donc j'ai regardé, voilà, j'étais pas fatiguée, tout ça, et j'ai regardé le programme télé pour comme ça voir ce qu'il y avait d'autre, tout ça. Et là, je lis donc qui passait sur la 3. C'est comment déjà? Ah oui, Demain dès l'aube, donc réalisé par Denis Dercourt. Et donc je lis le résumé et puis en fait il évoque, ça parle de jeux de rôle. Enfin voilà, dans le résumé il présentait jeux de rôle, et moi dans ma tête, parce que je connaissais pas ou je me souvenais plus, je cernais pas très bien jusqu'ici ce que c'était jeu de rôle, et dans ma tête je croyais que c'était comment dire, le truc de jeux vidéo. Mais bon, voilà, je me suis dit, le résumé m'avait intrigué, si je pourrais dire. Donc je me suis dit, tiens, je vais le regarder. Donc avant que je vais continuer dans ma critique, je vais vous lire le résumé. La relation de deux frères, dont le plus jeune est passionné de batailles historiques, au point d'être coupé de la réalité et de ne plus vivre qu'à travers les jeux de rôle. À la demande de leur mère, Mathieu, l'aîné, va tenter de sortir Paul de cet univers mystérieux et secret où la frontière entre jeu et réalité n'existe pas toujours. Pour y parvenir, il n'aura d'autre choix que d'y basculer à son tour. Donc, comme je vous expliquais, alors déjà, j'ai été perturbée entre guillemets parce que j'avais confondu cette histoire de jeu de rôle, mais après donc justement il y avait ça, et ce qui fait que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais finalement dû à son atmosphère, j'ai accroché, d'autant plus que j'ai trouvé que son scénario il se révélait vraiment intéressant, à la limite de l'angoisse, puisque comme ils disent donc dans le résumé, que voilà, il y a ce côté qui bascule. On dirait que les personnes donc qui participent au jeu de rôle, donc ça se passe à l'époque napoléonienne, pardon. Donc voilà, on se dit mais c'est qu'un jeu, tout ça, mais des fois ils sont tellement à fond dedans. C'est pour ça que des fois c'est assez angoissant. Et une nouvelle fois, j'ai apprécié l'interprétation de Jérémy Régnier, donc qui interprète Paul. Et l'aîné, c'est interprété par Vincent Pérez. Bon, j'avoue, je crois qu'avant ce film-là, j'avais jamais vu de film de lui. Je le connaissais bien sûr, mais voilà, j'avais pas découvert son jeu d'acteur, et j'ai trouvé que il était très convaincant, au point que je me suis attachée à lui. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans son interprétation pour ce rôle, c'est qu'on discerne qu'il ressent de la peur envers son frère qui sombre dans la folie, comme je vous le dis, voilà quoi, on a envie de leur dire mais attends, mais c'est qu'un jeu, tout ça. Et bon, après, néanmoins, je sais pas si c'était la fatigue, parce que comme je vous le dis, j'ai regardé ça mardi, donc le mardi 2 juillet, donc il était
voilà quoi, comme c'était après, après comment dire, la guerre des boutons qui déjà était en deuxième partie de soirée du lundi, donc qui devait être dans les minuit, 1h du matin, enfin bref. Mais au bout d'une heure, je l'ai trouvé légèrement long. Et c'est vraiment dommage parce que franchement, il aurait mérité 3 étoiles. Donc voilà. Pardon. Alors ensuite, donc pareil, le mardi 2 juillet, mais cette fois le soir, je me suis revue Jusqu'à toi, donc réalisé par Jennifer De Volder. Donc je vais vous lire le résumé. Chloé, 26 ans, vit seule à Paris, entre une voisine envahissante, une collègue mesquine, un loueur de DVD un peu donneur de leçons, bref, une vie qui n'est pas à la hauteur de ses espérances. Jacques, la trentaine, américain largué par sa copine, gagne un séjour à Paris. Chloé va alors, par un heureux hasard, récupérer la valise de Jack, celle que lui a léguée son père et à laquelle il tient plus que tout, et tomber amoureuse de son contenu. Chloé aime Jacques, même si elle ne l'a jamais vu, même si elle ne sait rien de lui. Elle se persuade qu'il est l'homme de sa vie, qu'ils sont faits l'un pour l'autre, et elle va tout faire pour le retrouver. Bon, bien que la première fois que je l'avais vu, je lui avais relevé quelques moments de longueur vers la fin, j'avais vraiment bien aimé, et depuis j'avais vraiment gardé un bon souvenir. Et là, quand... donc j'avais envie de me le revoir, tout ça. Donc certes, quand je me le suis revu, j'ai une nouvelle fois trouvé l'idée vraiment, vraiment bonne et quelque peu romantique, pour le moins romantique, pardon. Mais malheureusement, au fil de son écoulement, enfin, au fil des minutes qui s'écoulaient, je me suis légèrement ennuyée, et vraiment, ça fait de la peine quand la première fois qu'on a vu le film, on l'a vraiment aimé, voilà, qu'on avait gardé un bon souvenir, qu'on se dit, ah, ça se trouve, quand on le reverrait, on mettrait 3 étoiles, voire 4, on ne sait jamais. Mais là, malheureusement, voilà, la sauce n'a plus pris, enfin le charme, du moins, n'a plus pris, et finalement, voilà, je me suis tellement ennuyée que je l'ai noté que d'1 étoile. Alors, maintenant, donc, nous venons au fameux Maniac, donc je me suis vue, donc réalisé par Franck Calfoun, donc je me suis vue le dimanche 7 juillet. Alors, que je retrouve la feuille, ah voilà. Franck Zito, timide propriétaire d'une boutique de mannequins, rencontre un jour Anna, une jeune artiste. L'aidant pour sa nouvelle exposition, il se lie d'amitié. Pardon. Mais ce qu'Anna ignore, c'est que psychologiquement hanté par l'activité de sa mère défunte, Franck est devenu un serial killer. Comme vous savez, j'aime les films où l'histoire est racontée à travers plusieurs points de vue. Donc comme, petite parenthèse, comme Elephant, Angle d'attaque, 11h14 entre autres. Et avec Maniac, je découvre ce réalisé en caméra subjective et j'en suis tombée amoureuse. Mais revenons un peu en arrière. Lorsque j'ai découvert dans un des magazines de cinéma que j'apprécie, première au studio Ciné Live, mais impossible de remettre la main sur cet article, peut-être que c'était dans parce que je vous avais expliqué donc dans mes vidéos d'Ima Époque, c'est qu'avant, pendant longtemps, j'étais abonnée à Première, et après j'ai arrêté pour remplacer l'abonnement à Studio Ciné Live, mais voilà, par habitude, des fois je demandais à ma mère de me l'acheter quand en fait surtout je l'empruntais donc à la bibliothèque de Villemondeur où j'étais bénévole, et donc quand je pouvais pas, puisqu'après plutôt quand je pouvais plus, parce qu'après j'ai arrêté, donc je demandais à ma mère de me l'acheter, donc vraiment par habitude, mais maintenant ça y est, je suis abonnée à Studio Ciné Live, donc peut-être que c'est dans un des magazines Première que j'avais feuilleté à bibliothèque, que peut-être c'est là que j'avais pris connaissance de ce film, enfin bref. Donc parce que depuis j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Donc l'article présentant les films sélectionnés pour le Festival de Cannes 2012, dont il en faisait partie.
Pour être honnête, la seule et unique raison qui me donna envie de voir ce remake de Frank Calhoun, c'est bien évidemment dû à la présence d'Elijah Wood. En effet, l'histoire ne m'avait guère enthousiasmée alors qu'elle est tout bonnement excellente. Néanmoins, j'avoue que j'ai trouvé la fin quelque peu lente. Aussi, la présence, certes légère, de ces baisses de rythme lui ont fait perdre une étoile et donc être mon premier coup de cœur de cette année. Comme je l'annonce au début de ma critique, Maniac est donc réalisé en caméra subjective. Mais Calhoun a tout de même voulu intégrer des scènes où l'on voit Frank, à l'exception lorsque ce dernier se place devant un miroir ou se regarde en face. Je vous assure que ce n'est pas la même chose. Ces dernières sont tout aussi agréables à regarder, dû à l'interprétation d'Elijah. Je conclurai cette critique en parlant de la BO que j'ai beaucoup aimée. Composée de morceaux joués au synthé, ils m'ont évoqué celle d'Orange Mécanique ou encore Midnight Express. Ou My Night. Ou enfin bref. Sans oublier la musique que met Lucie lorsqu'elle est chez elle en compagnie de Frank, celle d'Ave Maria, ainsi que celle du générique de fin. Enfin, ne regardez pas Maniac en mangeant, car certaines scènes seront susceptibles de vous couper l'appétit. Voilà. Alors ensuite, le mardi 9 juillet, je me suis revu La famille Pierre à Feu, donc réalisée par Brian Levent. Donc je vais vous lire le résumé. Est-ce que... Donc ça c'est bon. Ah, voilà, toujours avec mes papiers, je m'y perds. Dans un petit village préhistorique, les familles Pierre à Feu et Rumble sont voisines et amies. Après avoir été sélectionné pour être le bras droit de son patron, Fred est contraint de prendre des décisions à l'encontre de ses amis. Aussi, il ignore qu'il est en réalité victime des plans machiavéliques de son patron. Alors, la famille Pierre à Feu, qu'est-ce que j'ai voulu le revoir depuis ces derniers mois, voilà quoi. Bon, il y a longtemps on l'avait en cassette, mais bon, avant qu'il y a enfin, vous savez bien, voilà quoi, on enregistrait les films sur des cassettes et je me souviens, c'était un peu la guerre quand on devait trouver des cassettes, on se dit oh non, pas ce film, pas l'effacer, tout ça, et donc voilà, fallait faire des sacrifices et donc on a donc sacrifié la famille Pierre à Feu et ouais, depuis plusieurs mois j'avais envie, quand des fois j'avais envie de me voir un film détente que j'avais toujours pas noté, parce que c'est vrai qu'en ce moment voilà quoi, comme vous avez pu le remarquer, quand je regarde un film, soit c'est un film que j'ai jamais vu, ou soit je profite pour regarder un film que j'ai déjà vu mais que je n'ai pas noté, parce que bon, c'est vrai que contrairement à des livres, je peux revoir des films que j'ai déjà vu et que j'ai déjà noté, mais je me dis maintenant, quel est l'intérêt. Donc voilà, c'est maintenant quand je regarde des films, c'est vraiment les films que j'ai pas encore vus ou que je n'ai pas encore notés, et donc en fait quand j'avais envie d'un film détente et donc que j'avais toujours pas noté, je voulais vraiment regarder La famille Pierre à Feu. Alors c'était chiant quand j'avais vraiment envie de voir ce film mais que je savais qu'on ne l'avait pas, tout ça, et ma mère elle avait beau me dire mais t'es sûr on ne l'a pas en DVX, tout ça, mais je disais non. Et un jour j'ai réussi à me le procurer, et donc je me suis regardé donc ce mardi 9 juillet. Bon, j'avoue mon jeu de mots va être pourri, mais faut bien reconnaître que l'histoire ne casse pas des briques. Mais donc aussi vers la fin, j'ai eu tendance un peu à oublier donc cette dernière, l'histoire, bien que oui, après c'est ça, quand c'est un film familial, tendance pour les jeunes, c'est vrai que on retient l'essentiel, mais ça part tellement après, enfin je dirais pas dans n'importe quoi, mais il y a tellement de situations qu'on oublie un peu, oui voilà, donc l'essentiel de l'histoire. Donc en fait, bon, ça n'a pas été une déception, je lui ai mis 2 étoiles, mais pour être honnête, je lui ai mis 2 étoiles principalement pour pour le travail des techniciens, pour avoir reconstitué le décor d'une ville préhistorique, et notamment le mode de vie des hommes préhistoriques.
Et donc voilà, oui, je relis ma critique. Donc comme je vous disais, c'est peut-être la seule raison qui a fait que je lui ai attribué 2 étoiles. Alors ensuite, le dimanche 14 juillet, je me suis revu Splinter, donc réalisé par Toby Wilkins. Donc je vais vous lire le résumé. Oh là, j'espère que j'aurai encore de la voix avant la fin de mon bilan. Alors qu'il s'apprêta à camper, Polly et Seth sont pris en otage par Denis. Denis, ouais. Ouais, comme c'est des prénoms américains. Un évadé accompagné par sa petite amie Lindsay. En panne d'essence, ils sont bientôt pris au piège dans une station-service par un parasite qui transforme ses hôtes en horribles créatures épineuses. Donc en fait, le 26 juin dernier, c'est toujours avec plaisir que je me suis regardé le téléfilm Vacances mortelles. Donc j'en profite pour faire une petite parenthèse. Donc en fait, là, comme c'est le dernier... je dis toujours entre guillemets parce que je sais pas si ça va être définitif, mais comme pour l'instant oui, donc ça va être le dernier bilan mensuel filmographique que je tourne en vidéo, enfin que je vous présente en vidéo. En fait, voilà, pour pas trop qu'il y ait vraiment une cassure, si vous avez pris l'habitude d'avoir pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, que vous appréciez ces petits rendez-vous cinéphiles donc de ma chaîne, et sachez que là pour le mois d'août, j'ai pris en compte celui-là je vous présente mon bilan mensuel filmographie du mois de juillet, mais bon, je vais voir si j'ai le temps, je vais voir, je vous promets rien, mais pour remplacer donc mon bilan, donc ce rendez-vous où je vous présente mon bilan mensuel mes bilans mensuels filmographie, et j'ai décidé qu'un jour je vais vous présenter tous les téléfilms que j'apprécie, et le mois, l'autre mois, je vous présenterai les séries que j'aime bien. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc, un des téléfilms que j'apprécie, c'est Vacances mortelles. Donc, je me suis revue le 26 juin dernier. Et en fait, le fait que la mauvaise personne n'est pas à l'origine des événements qui vont suivre, ça m'a évoqué donc ce film de Toby Wilkins. Alors, même si un évadé est présent dans le trio, il s'est également révélé attachant, donc tout comme le jeune couple. La copine de l'évadé, c'est une ancienne droguée, donc en fait elle paraît assez, je dirais pas vide, mais assez transparente, donc personnellement je me suis pas trop, je me suis pas trop attachée à elle, comme je vous dis, elle m'a paru transparente, donc j'ai pas fait trop attention, enfin bref. Mais, et donc pour en revenir à Denis l'évadé, donc comme je vous dis, même si c'est le méchant, entre guillemets, du Quatuor, il se révèle attachant parce que j'ai bien aimé l'amour qu'il porte donc justement à Lindsay. Donc certes, l'inconvénient d'un huis clos, c'est la présence de ces baisses de rythme dû au fait qu'il faut trouver des idées pour rebondir. Mais bon, donc Toby Wilkins, il s'en sort très bien en signant un bon scénario qui m'a fait passer un sympathique moment. Voilà. Alors ensuite, le vendredi 19 juillet, je me suis revue Ni d'Ève ni d'Adam, donc réalisé par Jean-Paul Siverac. Alors, Gabriel, 14 ans, s'efforce d'aimer Gilles, mais ce dernier ne cesse de lui voler de l'argent et de l'humilier. Au LEP, il frappe le conseiller d'éducation, suscitant la colère de son père qui, excédé, le flanque à la porte. Gabriel refusant de l'héberger et les familles des copains ne sachant que faire de lui, Gilles se retrouve à la rue, comme un chien errant. Semant le désordre, il devient vite la bête à abattre. Donc une nouvelle fois, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je l'avais déjà vu, et donc j'en ai profité pour
le revoir pour le noter. Donc une nouvelle fois, j'ai passé un sympathique moment à regarder ce film dont son histoire m'a évoqué les proies de Paula van der Woest, que j'ai toujours pas noté. Donc j'entends par là que la vie des deux enfants prenne un chemin inespéré. Guillaume Verbier, donc l'interprète de Gilles, est très convaincant, contrairement à Morgane Haineux qui m'a donné l'impression qu'elle récitait son texte. Donc, voilà. Mais son personnage n'en reste pas moins, tout comme Gilles, attachant. Et enfin, j'ai apprécié ce que le film dégageait, ses images, ainsi que sa lumière. Voilà. Alors ensuite, le lundi 22 juillet, je me suis revue Art Candy, donc réalisé par David Slade. Donc voici le résumé. Hailey et Jeff se sont connus sur Internet. Elle est une très belle adolescente de 14 ans, et lui, un séduisant photographe trentenaire. C'est elle qui a suggéré d'aller chez lui pour être plus tranquille, elle qui a voulu qu'il prenne quelques photos, elle qui leur a servi à boire et a commencé à retirer ses vêtements. Lorsqu'il se réveille, Jeff est ligoté et Hailey retourne tout chez lui. Elle a des questions à lui poser et elle est décidée à obtenir des réponses. Elle sait qu'elle n'est pas la première adolescente à venir chez Jeff. Elle veut découvrir ce qui est devenu Donna Mower. Oui. Donc définitivement entre Art Candy et moi, le courant ne passe pas. Je me souviens la première fois que je l'avais vue, je m'étais dit en ce qui concerne Hailey, mais je me suis dit mais elle est folle cette fille. Ensuite, la seconde fois que je me le suis vue, j'avais un petit peu mieux cerné l'histoire, mais vraiment je voyais pas son intérêt. Et donc durant ce troisième et dernier visionnage, puisque ça y est, il est noté, non seulement j'ai toujours pas saisi les réelles intentions d'Hailey, mais en plus ça m'a paru insupportable. Et en fait, je crois que je n'aime pas Ellen Page, puisqu'il m'a fallu 3 visionnages également pour apprécier Juno, tant son personnage me paraissait antipathique. Et donc souvenez-vous, quand je vous avais présenté